La réforme des retraites sera présentée demain par la Première ministre Elisabeth Borne. Avec quelles conséquences pour les futurs retraités et les actuels retraités? Quels changements pour ceux qui ont commencé à travailler tôt ou pour ceux qui font un travail particulièrement pénible? On va donc en débattre ce matin pendant une demi-heure avec nos invités. Deux économistes qui n'ont pas le même avis sur cette réforme. Bonjour Nathalie Chusseau. Vous êtes professeure à l'Université de Lille, chercheur associé à la chaire Transition démographique, Transition économique. Vous défendez la réforme des retraites. Face à vous, Thomas Porcher. Bonjour Thomas Porcher. Vous êtes économiste aussi, professeur à la Paris School of Business, auteur de mon dictionnaire d'économie aux éditions Fayard. Et vous êtes contre cette réforme. Tout à fait. Avant de rentrer dans le détail, dans les chiffres, les 64, les 65 ans, la durée de cotisation, sur la nécessité ou non de cette réforme, le gouvernement affirme que c'est le seul moyen de sauver notre régime des retraites par répartition. C'est la réforme ou la faillite, disait même hier le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Il a raison, Nathalie Chusseau? Alors en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans les années à venir, le rapport du corps et les simulations qui sont faites montrent qu'on va avoir un déficit récurrent sur les 25 prochaines années. Important ou pas? Alors, il y a discussion, mais en tout cas, le problème, c'est que c'est un déficit annuel et on est dans une situation d'endettement relativement important, je le rappelle, et donc 115% de la richesse nationale, avec des taux d'intérêt qui remontent et qui probablement vont continuer à remonter. Et donc, on est dans une situation où il va falloir gérer ce déficit, même si, quand même, il faut rappeler qu'en 2022, là, le régime est excédentaire d'environ 3 milliards, mais le problème, c'est sur la durée. Et je dirais que le problème peut-être majeur, c'est le poids que représentent ces retraites dans la richesse nationale, 14%. Et ça, c'est un élément qui est très important si on compare avec les autres pays de l'OCDE. Thomas Porcher, la réforme ou la faillite? Faut pas utiliser des termes comme ça. La faillite, enfin, de quoi on parle là? On parle d'un déficit potentiel d'une dizaine de milliards, plus de 10 milliards. Sur ce que représentent les retraites, c'est 350 milliards. On est à 3% de déficit. Enfin, faut arrêter de parler de faillite à 3% de déficit. 10 milliards à la fin du quinquennat, mais ce serait le double à la fin du suivant. Je prends le rapport du corps. Oui, d'accord. Ok, très bien. Ce qu'on nous explique, c'est qu'on est face à un choc démographique. Le choc démographique, il est derrière nous. Dans les années 70, on avait 3 retraités pour 10 actifs. Aujourd'hui, on a 6 retraités pour 10 actifs. Le choc démographique qui est devant nous, c'est 7,7 d'ici 2060 retraités pour 10 actifs. Donc, on a absorbé ce choc démographique dans les années précédentes. Et comment on a fait? La part du PIB qui était consacrée aux retraites, il est passé de 7% à 14%. Cette part va diminuer dans les années suivantes. Alors, la question globale, effectivement, c'est la dette publique. Vous l'avez soulevé. Alors, est-ce que c'est aux vieux de payer la dette publique? Est-ce que c'est aux chômeurs de payer la dette publique? La dette publique, c'est à l'État. Les gouvernants, ils doivent trouver des ressources financières dans les endroits qui seraient les moins douloureux. C'est ça. Aujourd'hui, ce gouvernement a choisi de faire des économies sur les retraites et l'assurance chômage plutôt que d'aller prélever des impôts sur les super profits. Parce que rappelons-le quand même, la dette, on l'agite que lorsqu'on en a besoin. Il y a eu 50 milliards de baisse d'impôts sur le quinquennat précédent. Il y a eu l'ISF, la flat tax, la baisse de l'IS, etc. Et là, il n'y avait pas de problème de dette. Et aujourd'hui, on nous agite la dette quand il faut faire des économies sur les retraites. C'est pas entendable pour moi. Nathalie Chusseau, on arrête là le débat. La réforme n'est pas nécessaire, dit Thomas Porcher. On vous dit au revoir, on vous souhaite une bonne journée. Non, je crois que les choses sont un peu plus compliquées que ça. Mais la façon dont Thomas présente les choses est aussi intéressante parce que, effectivement, on fait des choix de politique publique. Donc la question est que, pour le moment, on a une retraite qui est assez généreuse. Si on compare là encore avec les pays de l'OCDE, on a le revenu des salariés, des retraités, qui est le niveau de vie qui est à peu près le même que le niveau de vie des travailleurs. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais la question, c'est pas seulement de la soutenabilité de la dette, mais des choix de politique économique que l'on fait. Et donc vous avez raison de souligner que il y a eu des choix de baisse d'impôts qui ont été faits, et notamment de baisse d'impôts sur la production, mais on est aussi dans une transition pas seulement démographique, mais aussi écologique, énergétique, numérique. On a des problèmes avec le système de santé et l'éducation, et qu'il y a un moment, il va falloir trouver des ressources. Et que la question qui peut se poser derrière ça, c'est est-ce qu'il n'est pas utile, peut-être, de résorber en tout cas ce déficit et de réduire cette part des retraites dans la dépense, dans la richesse nationale, pour utiliser cet argent comme levier ailleurs. Alors là, c'est moi qui vous interromps, et ce qui me semble avoir posé la question il y a quelques jours à Elisabeth Borne, qui nous a promis sur ce plateau que l'argent de la réforme des retraites ne servirait qu'aux retraites et à rien d'autre. J'ai mal compris sa réponse. C'est pas ce qu'ils ont dit toujours. Changer de version au fur et à mesure des mois. Mais ça, c'est la version définitive. A priori, on est à la veille. Vous voyez, la question, elle est là. Est-ce que c'est au système de retraite
d'aller financer l'éducation. Non, mais est-ce que le but d'un système de retraite, c'est de faire des profits, d'être excédentaire? C'est ça le vrai problème. Enfin, on pourrait vous dire qu'après tout, quand il est déficitaire, c'est l'État qui éponge et qu'on prend dans le budget de l'éducation, de l'armée ou des autres secteurs. Oui, c'est très bien quand on regarde toujours sur les dépenses et qu'on regarde jamais sur les ressources. Le problème, c'est pas un problème de dépenses là, parce que la part des retraites dans le PIB va diminuer. C'est le problème de ressources. Avec quoi on finance des retraites? On les finance avec des cotisations, donc on les finance plus avec des emplois et avec des salaires aussi élevés. Parce qu'il y a des problèmes au niveau... Si les salaires sont plus élevés, il y a plus de rentrées. Vous voyez, s'il y a plus d'emplois, il y a plus de rentrées. C'est important de rappeler ça. Après, quand on regarde notre système de retraite aujourd'hui, malgré toutes les performances que vous avez dit, nous avons le taux de pauvreté parmi le plus faible, le taux de pauvreté des retraités parmi les plus faibles au monde, si ce n'est le plus faible. Donc c'est une bonne chose. Il est face à des défis majeurs. Les défis majeurs, c'est que les gens de ma génération, fin des années 70, qui ont fait plus d'études, ou qui ont connu des carrières avec plus de précarité, ces gens-là vont avoir une retraite beaucoup plus faible que nos aînés. Les pensions vont être beaucoup plus faibles. Donc le taux de pauvreté va augmenter. La réforme que propose le gouvernement aujourd'hui, qui consiste à reporter l'âge de départ à la retraite, va faire que ma génération va être encore plus pauvre que ce qu'elle devrait être si on ne touchait pas du tout au système de retraite. Et c'est ça les défis aujourd'hui. C'est ça le vrai défi. Comment on fait pour retrouver des nouvelles rentrées, pour faire en sorte que le taux de pauvreté reste le même pour ma génération que la génération précédente? Cette réforme, elle va forcément conduire à une baisse des pensions. C'est ce que dit Thomas Porcher. Oui, de toute façon, toutes les réformes qui ont été successives, qui ont été menées, on le voit sur le niveau des pensions, on voit globalement il y a plutôt une baisse, ça c'est certain. Mais on peut poser le problème autrement. Est-ce que c'est effectivement ça n'est pas quel est notre choix de politique publique? Est-ce qu'on décide de financer par exemple les jeunes et l'éducation? Ou plutôt les retraites. Est-ce que on a un système éducatif défaillant? Et donc, quels sont nos choix? Et ça, c'est vraiment un choix de décision. La question, c'est est-ce que c'est aux vieux de financer les déficits et la dette publique, mais est-ce que c'est pas aux vieux peut-être de faire un effort pour financer le système d'éducation? Pourquoi pas aux entreprises? Et en revanche, le point avec lequel je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, c'est une question d'emploi. Et que si on a de l'activité et de l'emploi, forcément, on fait rentrer des cotisations et on peut financer les retraites. Et c'est peut-être là que est le vrai sujet. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec nos deux économistes pour y voir un peu plus clair sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, donc, pour prendre sa retraite à taux plein, il faut être âgé de 62 ans et cotiser pendant 42 annuités. Pour sa réforme, le gouvernement envisage deux pistes. Reporter l'âge légal de départ à 65 ans ou alors 64 ans, mais avec un passage plus rapide vers les 43 années de cotisation. Tout le monde acquiesce à ce que vous dites, ce qui est bon signe déjà. Donc tout est clair. Quelle serait pour vous la meilleure option ou la moins mauvaise, Thomas Porcher? Non, mais pour moi, aucune des deux. La meilleure option... Mais à choisir entre ces deux. Non, mais on n'a pas à choisir tout le temps entre les deux. Parce que là, en fait, on est en train de faire des économies. L'option que nous propose le gouvernement, c'est de faire des économies. Alors c'est très bien quand on parle comme ça sur le papier, on change un 62 en 65 ou en 64 et tout va bien. Mais en vie réelle, qu'est-ce qui se passe en vie réelle? Parce qu'il faut penser à la vie réelle. La vie réelle, c'est quoi? Les plus modestes, ils ont à peu près 10 ans de vie à la retraite. 10 ans. Là, vous allez leur retirer 2 ou 3 ans de vie à la retraite. C'est ça la vie réelle. La vie réelle, c'est quoi? C'est les enquêtes sur les conditions de travail de la DARES ou de la CFDT qui vous disent que pour 40% des ouvriers et des employés, le travail délabre. Pour 52% des salariés, ils vous disent qu'ils sont incapables de faire le même travail à 60 ans. Et vous allez leur dire, mais travaillez plus longtemps. Et l'autre réalité, c'est que quelqu'un aujourd'hui qui part à la retraite à 65 ans, il part avec une surcote de 3 années. C'est-à-dire, il partira avec des pensions plus élevées. Bientôt, il ne partira pas avec de surcote ni de décote. Et celui qui part à 62 ans dans les futures années, il partira avec 3 années de décote. Donc l'ensemble des pensions vont diminuer. C'est ça le vrai problème. Donc comment on fait? Si pour nous, on veut que la fin de vie, que l'on passe pas de la fin de travail au cimetière, qu'on ait une fin de vie, on va dire, dans la dignité. Eh ben, il faut trouver des recettes supplémentaires. Et les recettes supplémentaires, c'est la hausse des cotisations de quelques euros sur les dans un instant, on laisse Nathalie Chussot répondre à cet argument sur l'injustice ou non de la réforme. Alors, juste pour rappel quand même, la réforme Touraine, pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire qu'effectivement, les générations qui sont nées à partir de 1973 vont devoir cotiser 43 ans et donc 172 trimestres. D'accord? Et effectivement, il faut ces 43 annuités. Et jusqu'à présent, on pouvait prendre sa retraite à 62 ans sans décote si on avait son nombre d'annuités. Et puis, sinon, vous allez jusqu'à l'âge de 67 ans, qui vous permet de toucher votre pension complète sans décote. Et ça, on n'y touche pas. Donc, le sujet, c'est effectivement, on va vous faire... Et donc, la réforme Touraine va entrer en vigueur, puisque nous sommes concernés. Et va probablement être
d'être accélérée. Et elle risque probablement d'être accélérée, mais juste pour vous donner une idée, quelqu'un qui est né dans les années 70 à partir de 73, qui rentre sur le marché du travail vers 22, 23 ans, il va de toute façon travailler jusqu'à 65, 66 ans avec la réforme Touraine. Donc ça changerait à la réalité par rapport à ce que disait Thomas Porcher. Le problème, c'est que si on veut aller plus vite, c'est ça la question. Si l'argument c'est de dire on veut aller plus vite, on veut lever des financements, effectivement, eh bien, on risque de passer plus rapidement aux 43 annuités, et donc de demander aux générations nées avant même de cotiser davantage. On risque d'augmenter les trimestres. Et c'est la petite musique qu'on entend, puisque soit on passe à 65 ans, soit on recule à 64 ans, mais probablement que les générations d'avant 73 risqueront de cotiser un trimestre de plus tous les 2 ans ou tous les ans. C'est ce qu'on entend. Parce que le message est clair, il faut revenir à l'équilibre. Et donc, si on avance l'âge de la retraite, au lieu de passer de 60 à 65 ans, on passe seulement à 64 ans, le paramètre d'ajustement, ça va être le nombre de trimestres. Mais vous dites la même chose, ceux qui vont être le plus pénalisés si on recule à 64 ou 65 ans, ce seront les plus modestes? C'était exactement ce que Thomas là-dessus a totalement raison, c'est-à-dire que le problème, ce sont les carrières longues, et ce sont donc des salariés qui commencent à travailler dès l'âge de 19 ans ou 20 ans. Qui auraient pu normalement s'arrêter à 60 ou 62, enfin s'ils sont carrière longue, et qui vont travailler 2 ans de plus. Et ça, c'est un problème, parce que comme Thomas l'a dit, ce sont souvent des travailleurs qui sont peu qualifiés, qui ont plus des travaux pénibles, on va y revenir, et qui en plus ont une espérance de vie beaucoup plus faible. Donc ça, à mon avis, c'est le point noir de la réforme. Alors la pénibilité, justement, les carrières longues que vous venez d'aborder représentent aujourd'hui un départ à la retraite sur 4. Ça, c'est avant la réforme. Les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans aujourd'hui peuvent partir à la retraite 2 ans avant les autres. Ce sera encore le cas, mais plus tard. Donc s'ils pouvaient à 60, on repoussera de 2 ans, ce sera 62. Comment faire pour ne pas les pénaliser, Thomas Porcher? C'est ma question. C'est une vraie question, et là-dessus, autant le gouvernement est très clair sur le recul de l'âge de départ à la retraite. Là-dessus, il dit qu'il va en tenir compte et qu'il va discuter avec les partenaires sociaux. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Après, il y a une réalité sur l'emploi des seniors. Le taux d'emploi des seniors, c'est 30% après 60 ans. 30%. Ce qui ne veut pas dire que les 70 autres % sont au chômage, comme on l'entend parfois. C'est très loin de ça. Il y a des gens qui sont en retraite, en pré-retraite, en invalidité. Pour revenir sur le marché du travail, une des premières discriminations, c'est l'âge et le sexe. C'est l'âge et le sexe. Donc vous avez quand même un sas entre la fin de l'emploi quand on est vieux possiblement et les retraites qui va augmenter. Sachant que dans ce sas-là, vous allez réformer l'assurance chômage, vous allez réformer le RSA, donc ça va être un sas où la précarité risque d'augmenter. Et pareil, quelle réponse offre la réforme aujourd'hui à ça? Le gouvernement veut créer un index très bien, pour les seniors et donc inciter les entreprises à les garder plus longtemps en entreprise. Tout à fait. Sur le principe du name and shame game, c'est-à-dire que c'est une honte pour une entreprise de faire ça. Je suis pas sûr que ce soit très efficace. Mais je pense que c'est vrai sujet, l'emploi des seniors et le maintien en activité des seniors. Thomas le disait, à peu près 35% des plus de 60 ans, des 60-64 ans sont au chômage. Et surtout, il y a un autre chiffre qui est frappant, c'est que vous avez 40% des personnes qui partent à la retraite qui sont en inactivité, soit au chômage, soit en invalidité. Donc on a un vrai problème et on a un taux d'emploi des seniors, même s'il a augmenté ces 10 dernières années, nettement inférieur par exemple à celui de l'Allemagne et de 20 points inférieur à ce qu'on observe en Suède. Est-ce qu'il va augmenter automatiquement ce taux d'emploi des seniors si on augmente l'âge légal, comme le dit le gouvernement? Alors, c'est ce que disent un certain nombre d'études de l'OCDE qui regardent et qui disent qu'effectivement les pays qui ont augmenté l'âge de la retraite ont vu le taux d'emploi des seniors augmenter. Je ne crois pas que ça va se faire mécaniquement. Je crois qu'il y a un vrai travail à faire au sein des entreprises. L'index senior, pourquoi pas, parce que ça permet de voir un peu ce qui se passe, mais je crois qu'il y a vraiment d'autres choses à faire. Il faut les contraindre? Non, je crois qu'il faut les former, parce que les seniors, c'est la population qui est la moins bien informée. Non, je parle des entreprises. Il faut former les deux, en fait. Je pense qu'il faut former et les seniors au sein de l'entreprise et expliquer aux entreprises que les seniors ont beaucoup de choses à apporter. Et je crois que la formation tout au long de la vie est un élément clé pour maintenir les seniors en emploi. Là-dessus, vous êtes d'accord, Thomas Porcher? Il y a un effort à faire gigantesque sur la formation des seniors, sur le fait de les conserver dans les entreprises. Il faudrait peut-être commencer par là. Plutôt que de penser que la retraite, la réforme des retraites va transformer complètement le monde du travail pour les seniors. Il faudrait peut-être commencer par là, c'est tout.
Voilà, plutôt que de parier sur une réforme paramétrique qui arrangerait ces problèmes-là. Il y a un homme ce matin qui, a priori, fait partie de la majorité et qui pourtant fait entendre une nouvelle fois sa différence sur cette réforme des retraites. C'est François Bayrou, le président du MoDem, qui dit dans les colonnes des Échos que pour mettre un peu plus de justice dans cette réforme des retraites, il faudrait probablement augmenter également les cotisations retraite versées par les employeurs. Je précise que les cotisations retraite, elles sont financées à la fois par les employeurs et par les salariés. Les employeurs, c'est 60%. Arrêtez-moi si je dis une bêtise, les salariés, 40%. François Bayrou dit « Augmentons un peu celle des patrons ». Est-ce que c'est une bonne idée, Nathalie Chussot? Alors, ça, c'est le point qui fâche le gouvernement. Mais... Alors, d'abord, le gouvernement s'y oppose. Il a dit que c'était pas d'augmentation de cotisation employeur pour ne pas augmenter le coût de production. Et donc, l'idée étant que si vous augmentez le coût de production, vous allez réduire l'emploi. Ça, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je suis pas totalement persuadée par ça, mais en même temps, ce que montre un certain nombre d'études, c'est que si vous augmentez les cotisations employeurs, de toute façon, une partie va se reporter sur les salariés. Donc de toute façon, c'est pas forcément la meilleure des choses. C'est-à-dire les entreprises auront tendance à ne plus augmenter autant les salariés qu'elle leur a fait. Et donc à leur faire payer le prix de la réforme. Donc je suis pas sûre que ça soit. Alors après, il y a toute une discussion dans le corps. Vous avez dans le rapport du corps, voilà, ce qui se passe pour maintenir, voilà, de combien on peut augmenter. Et donc en fonction de la date et du déficit que vous voulez combler, vous voyez que c'est possible. C'est-à-dire que c'est une réforme paramétrique. Donc vous pouvez conserver tout le reste constant et jouer sur les cotisations. Bon, donc si on augmente les cotisations des entreprises, si je vous suis bien, Thomas Porcher, vous allez me dire ce que vous en pensez, les salariés à la fin vont trinquer sous forme de salaire. Ce sera du salaire en moins. Je suis pas sûr de ça. Non. Il est vrai que c'est une réforme paramétrique et que là, on regarde trop du côté de la dépense. C'est-à-dire, on veut trop faire des économies sans regarder ce que l'on pourrait avoir comme ressources. Et là, monsieur Bayrou, il a raison de dire qu'on peut, les entreprises, les patrons ont eu beaucoup de baisse de fiscalité sous ce quinquennat. Ce qui n'empêche pas la baisse France, c'est l'un des pays oui, d'accord, ok, mais il y a eu la baisse de l'impôt. Oui, mais il y a eu la baisse de l'impôt sur les sociétés. Il y a eu le CICE qui a été gravé dans le marbre. Il y a les baisses d'impôts de production, 2 fois. Enfin, c'est quand même, ils ont eu avec des effets qu'on nous a promis énormes en termes d'emploi qui n'ont pas été présents. C'est pas moi qui le dis, c'est les rapports de France Stratégie qui le disent. Donc il y a eu beaucoup de baisses comme ça gratuites qui sont autant de rentrées fiscales en moins qui nous auraient permis de rembourser la dette. Mais là, sur ce point-là, la dette n'est pas mettre la main à la poche. Vous augmentez légèrement les charges patronales, mais on parle de quelques euros. On parle pas de quelques euros, vraiment de quelques euros, et vous rééquilibrez. Je suis pas persuadée que ça ne soit que quelques euros. Non, et vous rééquilibrez le système de retraite. C'est important parce qu'en fait, il y a une grosse partie des baisses des cotisations qui financent les retraites, qui sont dues aussi aux économies qui ont été faites sur la masse salariale. Et ça, il faut le dire aussi. Ça fait des années qu'il y a un problème. Monsieur Bruno Le Maire, il dit qu'il incite les entreprises à augmenter les salaires. Effectivement, si on augmente les salaires, on augmente les cotisations, et c'est une bonne chose. Le 8-30 France Info, Salia Brachia, Marc Fauvel. Avec Nathalie Chussot et Thomas Porcher, 2 économistes qui n'ont pas du tout le même avis sur la réforme des retraites. Justement, avec cette nouvelle réforme, la pension minimum pour les carrières complètes serait établie donc à 1 200 €. Aujourd'hui, 3 retraités sur 10 touchent moins de 1 000 € de pension. 980 €, c'est le minimum. Est-ce que vous êtes tous les deux d'accord pour dire qu'avec cette réforme, cette pension minimum serait un progrès ? Nathalie Chussot. Ah oui, on peut pas dire le contraire. Effectivement, des pensions à moins de 1 000 €, ça n'est pas tenable, et ça ne fait qu'accroître la pauvreté. Donc là, on peut se réjouir évidemment de cette mesure-là. La question néanmoins qui reste en suspens, c'est de savoir si on l'applique aux nouveaux retraités ou si on l'applique de manière rétroactive à ceux qui sont déjà à la retraite. Il semble que le gouvernement soit désormais favorable, en tout cas laissera passer ça lors de l'examen à l'Assemblée, au fait que les retraités actuels puissent bénéficier de cette mesure. Ça fait du monde. Thomas Porcher, vous vous réjouissez aussi de cette annonce? C'est le seul point de la réforme qui vous va ou pas? Non mais attendez, déjà c'est pour les carrières complètes. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens 43 ans, 43 parce qu'il y a beaucoup de gens, ça va être ça le vrai problème de ma génération qui va arriver à la retraite, c'est que beaucoup de gens n'auront pas de carrière complète. Donc ça c'est la première des choses. Et il y a beaucoup de retraités aujourd'hui qui ont des faibles retraites parce qu'ils n'ont pas eu de carrière complète. C'est ça le vrai problème. Donc ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est que depuis 2003, c'était dans la loi Fillon. Il y avait quelque chose à peu près du même genre. Voilà, et les syndicats disent que ça n'a jamais été appliqué, etc. C'est le cas. Ouais, voilà. Donc il faut pas que ce soit qu'un effet d'annonce, il faut que ce soit aussi appliqué dans les faits. Donc oui, ça peut être un progrès social, mais après, encore une fois, ça ne répond pas totalement au problème qui est devant nous, qui est celui des carrières incomplètes de ma génération. Dans cette réforme, il y a la question des femmes. D'ailleurs, pas que dans cette réforme. La situation actuelle pénalise les femmes aujourd'hui. Elles touchent une pension en moyenne de 1 070 €, soit 40% de moins que les hommes. Comment faire pour remettre de l'égalité dans ce système ?
Nathalie Fusso. Ah ben là, c'est aussi un point noir de la réforme, me semble-t-il, parce que les femmes, ça ne va pas améliorer leur situation, ça ne va pas l'aggraver, puisque l'âge des 67 ans, hein, dont je parlais tout à l'heure, qui est l'âge qui permet de vous aller... de partir avec une carrière... Absolument. Ça ne changera rien, mais elles partent plus tard à la retraite que les hommes, les femmes, et elles ont des pensions, comme vous l'avez souligné, plus faibles. Donc là, ça ne va rien changer. Réforme neutre pour les femmes, il n'y aura pas de gagnante, pas de c'est-à-dire perdante. Oui, sauf qu'elles sont déjà dans une situation inégalitaire, et donc elles risquent effectivement probablement de perdre plus. Et juste un élément qui va probablement aller dans le sens de ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est que je rappelle quand même que les femmes sont payées à un niveau d'expérience identique dans les mêmes secteurs, niveau de qualification identique, à peu près 17% de moins que les hommes. Donc il y a déjà évidemment des inégalités de salaire que l'on retrouve à la retraite. Et pourquoi la différence entre 17% de revenus en moins et 40% de retraite en moins? Il y a les bébés au milieu, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire qu'on leur donne effectivement des points en plus ou des trimestres en plus, en particulier lorsqu'elles partent en congé de maternité. Donc il y a des mesures qui permettent de rattraper un peu le retard. Et néanmoins, le retard reste là. Et cette réforme ne propose rien à ce sujet. C'est là-dessus qu'il faudrait jouer, Thomas Porcher. Bonifier les périodes de maternité, par exemple. Mais vous voyez comme quoi, finalement, la question des retraites, c'est une question d'emploi et de salaire. Les femmes sont plus au chômage, les femmes ont des salaires plus faibles. Donc, in fine, elles ont une retraite beaucoup plus faible. Donc c'est quand même les deux sont liés. Et puis il y a eu, je crois, me semble-t-il, une époque où il y avait un âge de retraite différencié entre hommes et femmes. C'est plus le cas aujourd'hui. Je pense que c'est plus possible. C'est plus possible de le faire. Il y a des pays autour de nous, en Espagne, où l'âge légal n'est pas le même en fonction des sexes. Et peut-être qu'il l'âge légal de départ. Et peut-être qu'il faudrait ouvrir cette piste. Mais je veux dire. Beaucoup de réformes qui ont été faites, y compris la réforme sur la loi travail, on nous a dit qu'elles étaient neutres. Quand on voulait faire la retraite à points, on a fait comme si c'était neutre, c'était plus égalitaire. Mais quand on regardait en Suède, la transformation dans la réforme à points, les pensions avaient baissé pour 92% des femmes, alors que ça avait baissé seulement pour 72% des hommes. Donc les femmes étaient beaucoup plus victimes de la retraite à points en Suède, comme pour cette retraite aujourd'hui en France. Comme on va augmenter la durée de l'âge de départ à la retraite et qu'elles ont des carrières beaucoup plus hachées et qu'elles ont moins de salaire, par rapport à la situation actuelle, leurs pensions de retraite vont diminuer, donc elles vont être encore plus pauvres. Nathalie Fusso? Oui, je suis assez d'accord, mais si on regardait la retraite à points, c'est assez logique, puisque en fait l'idée c'était d'avoir en fonction de ce que vous cotisez, si vous voulez, vous dépensez vous travaillez, vous dépensez 1 euro et vous devez toucher la même chose quelle que soit votre situation. Voilà. Et effectivement, quand vous avez des travailleurs sur le marché du travail qui n'ont pas la même employabilité, qui ont des carrières, comme le disait Thomas, hachées, eh bien par définition, c'est mathématique. Oui, tout donc à fait. Simplement dans ce cas-là, il faut mettre des mesures de correction. Mais le fond, en fait, moi, là-dessus, le fond de cette réforme, en fait, c'est ça la vraie idée. Le fond de cette réforme, c'est de faire des économies pour que effectivement on ait un régime de retraite. Je sais pas pourquoi ils cherchent à ce qu'il soit excédentaire, comme si ça devait faire des profits, mais le but. En aucun cas, ils disent que ça sauve le système par répartition. Oui, mais en aucun cas, c'est d'améliorer le système, le niveau de vie des retraités. Merci à vous, Thomas Porcher, économiste, professeur à la Paris School of Business, auteur de Mon dictionnaire d'économie, publié aux éditions Fayard. Nathalie Fusso, économiste, professeur à l'Université de Lille, chercheur associé à la chaire Transition démographique, Transition économique. On vous retrouve régulièrement sur France Info dans les informés du week-end. Merci à tous les deux. Le débat continue. La réforme, c'est demain.